Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Madame Audrey Chevalier. Vous avez donc soutenu une thèse sur le secteur, sur l'implication plus précisément du secteur de la pêche professionnelle dans les instances mondiales de protection de la biodiversité. Vous êtes docteur vétérinaire. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, cette thèse, vous l'avez soutenue au mois d'octobre dernier. Tout à fait. C'est bien cela? Le 30 octobre dernier. Oui. Et quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous pencher sur cette problématique? Alors, mon parcours tout d'abord, parce que j'ai fait ma spécialité en 5e année d'école vétérinaire, en école d'ingénieur en fait, chez les ingénieurs Alliot à Rennes. Donc on apprend tout ce qui est gestion des pêches et protection des écosystèmes marins. Et en fait, au sein de cette formation, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin d'études qui était aussi mon stage de thèse. Et j'ai eu l'opportunité de le faire du coup à la FAO, qui est l'agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies dans tout ce qui est agriculture et alimentation. Donc ils s'occupent de la pêche. Et ils étaient en train de monter un projet qui s'appelle CITES and the Sea, donc la CITES et la mer. La CITES, c'est la Convention de Washington, qui est une convention donc, mondiale de protection de biodiversité. Et ils s'interrogeaient en fait sur les dysfonctionnements que cette convention en particulier pouvait montrer quant à la gestion des espèces marines menacées d'extinction par rapport au secteur professionnel de la pêche. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important parce que la pêche actuellement, c'est des millions d'emplois, c'est aussi la sécurité alimentaire dans énormément de pays en voie de développement. Ça peut être aussi un luxe dans d'autres pays, mais il ne faut pas oublier que voilà, quand on regarde l'échelle mondiale, c'est un enjeu de sécurité alimentaire avant tout. Absolument. Et en plus, on se trouve dans ce contexte de perte de biodiversité, où on a des extinctions d'espèces qui arrivent extrêmement vite et qui s'accélèrent. Et c'est un vrai problème pour l'équilibre des écosystèmes. Or, la pêche ne peut pas bien se porter si les écosystèmes ne se portent pas bien. Donc les deux sujets sont intimement liés. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de faire ce diagnostic institutionnel où on s'est vraiment posé la question de comment on pourrait améliorer l'implication de la pêche professionnelle dans ce genre d'instance mondiale. Alors, on voit que l'Union européenne a pris à bras-le-corps ce problème, puisqu'il y a la politique des quotas qui s'applique aujourd'hui. En Guyane, on est face à une problématique de pêche illégale qui nécessite des moyens très importants de la part de l'État. Oui. Alors, selon vous, il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Quel équilibre trouver pour permettre que ces navires continuent à pêcher sans que cela ne présente une menace directe sur ces espèces? Eh bien, pour moi, la réponse elle est assez simple. En fait, il suffirait que les ressources soient bien connues. C'est-à-dire qu'il faut faire des évaluations de stock sur les ressources qu'on pêche pour savoir exactement combien il y en a, à quel stade de développement les animaux se trouvent, combien on peut pêcher sans menacer en fait les générations actuelles et les générations futures de cette espèce. Et une fois qu'on sait ça, on peut mettre en place effectivement des quotas, et c'est ce qui marche en Europe, mais c'est ce qui marche aussi ailleurs. Hein. Il y a énormément de pays qui se sont mis à ce système de gestion des stocks en fait. Alors actuellement, on touche un peu les limites de ces gestions des stocks parce que ce sont des modèles qui sont en fait un peu trop simplistes pour l'instant. Donc notamment l'ONU et la communauté scientifique poussent actuellement à aller vers des modèles un peu plus complexes qui prennent en compte en fait tout l'écosystème. Donc on parle de gestion écosystémique des pêches, mais dans tous les cas, ce type de système de gestion demande énormément de données. Donc il faut de la donnée, il faut qu'on sache, il faut de la recherche. Et ça demande aussi un gros travail de coordination en fait entre
le milieu de la pêche professionnelle, qui sont en fait les gens qui sont en mer, sur les bateaux, qui pêchent, qui savent ce qu'ils pêchent, combien ils en pêchent, etc. Et le milieu scientifique, qui peuvent, à partir de ces données de pêche, créer les modèles qui vont nous permettre d'avoir une évaluation en fait de la ressource. Le problème de la pêche illégale que vous mentionnez, et très justement surtout en Guyane, c'est qu'on perd de la donnée. Non seulement on perd de la donnée parce que cette pêche étant illégale, on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas combien ils pêchent, on ne sait pas comment ils les pêchent, ni à quel stade. Donc on perd de la donnée sur ce qui sort en fait de la mer, ce qui sort des stocks. Et en plus, c'est clairement une menace sur l'écosystème, puisque comme ce n'est pas contrôlé, ils peuvent potentiellement vraiment menacer la survie de certaines espèces, ou même sans parler de menacer la survie, menacer l'équilibre, tout simplement. L'équilibre d'une espèce qui peut mener à l'extinction d'un stock. Alors on parle d'extinction de stock, on parle d'effondrement de stock aussi. L'espèce ne va pas forcément disparaître, mais simplement elle sera en si faible nombre, les animaux seront en si faible nombre, que ça ne vaudra plus la peine d'aller les pêcher. On dépensera beaucoup plus d'argent en carburant que ce que ça peut rapporter en termes de volume de poissons. Donc voilà, pour moi, les façons de gérer au mieux. Quels sont les organismes qui sont intervenus dans l'encadrement de votre thèse? Donc la FAO, comme je le disais, donc l'ONU, qui a été en fait mon maître de stage finalement. Mon maître de stage était un chercheur de la FAO. Mais du coup aussi j'ai été encadrée par mon école vétérinaire, qui est l'école vétérinaire de Lyon, et par mon école d'ingénieur, donc Agro Campus Ouest, et plus particulièrement Didier Gasquel, qui est un chercheur assez reconnu dans le milieu de la gestion des pêches en Europe, et qui était le directeur de mon jury de thèse côté Alioute. Quelle était la part de la Guyane dans ces études? Eh bien, la Guyane a fait partie en fait d'un de mes premiers cas d'études. C'est-à-dire que dans ma thèse, pour un peu mieux comprendre les phénomènes sociaux et sociétaux qui en fait sont sous-jacents au dysfonctionnement actuel de ce sujet, j'ai conduit des entretiens semi-dirigés avec des experts. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer Tony Nalovic, qui est un employé du comité régional des pêches ici en Guyane, qui a fait partie en fait des experts que j'ai interviewés au tout début, donc vraiment dans les premiers entretiens. Et c'était un peu un souffle d'espoir parce que la Guyane est une exception dans ce sujet. C'est-à-dire que il m'a expliqué, et j'étais extrêmement surprise parce que c'est vraiment pas le cas ailleurs, que le comité ici des pêches travaille depuis extrêmement longtemps avec le WWF par exemple, donc qui est une association de protection de la biodiversité. Ils travaillent main dans la main pour beaucoup de projets. Donc c'est-à-dire que les pêcheurs ont l'habitude de travailler avec le WWF en Guyane. Et ils sont beaucoup sensibilisés à ces questions de protection des espèces marines menacées d'extinction. Ils travaillent aussi évidemment avec l'IFREMER, le CNRS, donc les chercheurs vraiment qui vont apporter les modèles pour la gestion des pêches. Mais du coup, donc, l'exemple guyanais a vraiment fait... Je me suis vraiment appuyée sur l'exemple guyanais pour comprendre comment ça pouvait marcher. Et parce que ici, ça marche assez bien par rapport à d'autres endroits dans le monde et par rapport à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc voilà, la Guyane... Vous parlez de la collaboration entre différentes institutions, différents organismes, c'est ça? Exactement. Donc en fait, en Guyane, à force d'efforts, et ça a demandé énormément de temps, énormément d'énergie, mais ils ont vraiment réussi à créer un réseau d'acteurs qui fonctionne. Donc ça a été très conflictuel. Voilà, on parle de mails d'insultes, on parle de... C'est vraiment des choses... Ça touche, il faut comprendre, ça touche la vie des gens. Quand on parle de la pêche, voilà, c'est... Donc c'est des sujets qui prennent, exactement, mais c'est des sujets qui prennent vraiment aux tripes, et c'est le cas un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que la pêche, la gestion de la pêche est souvent conflictuelle. Notamment au niveau politique, on a du mal à en parler. On le voit entre les pêcheurs bretons et anglais. Exactement, donc ça c'est le sujet d'actualité, effectivement, avec le Brexit, tout à fait. Mais même historiquement,
par exemple, quand on fait ses études à Rennes, tout le monde connaît l'histoire des pêcheurs bretons qui sont venus brûler le Parlement à Rennes parce qu'ils n'étaient pas contents sur une politique de gestion. Donc, c'est des réactions très fortes, c'est des réactions violentes. Ça crée aussi une image un peu de la pêche qui n'est pas très positive, alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Et en Guyane, il y a eu, en fait, je pense, dans toutes les institutions guyanaises, à un moment donné, il y a eu des personnes qui se sont tendues la main et qui se sont dit on ne peut pas travailler séparément, c'est plus possible, travailler en silo, ça ne marche pas. Donc, en fait, ils ont compris ça avant les autres. Et donc, depuis ce temps, il y a des efforts qui sont faits pour vraiment mettre les gens en communication, travailler ensemble, partager de la donnée, ce qui est extrêmement important dans ce type de sujet. Et donc, ils ont réussi à créer des liens, en fait, entre les institutions qui font que on a une politique de gestion des pêches en Guyane qui est intégrée. On parle d'intégration, dans le sens où ils n'oublient pas des sujets. Donc, quand on parle de gestion des pêches, on parle aussi de protection des espèces marines menacées d'extinction. Et quand on parle de protection, notamment, par exemple, des tortues en Guyane, eh ben, on parle aussi de gestion des pêches. Et donc, on ne fait pas un projet sans inclure les pêcheurs. Et les pêcheurs ne font pas des projets sans inclure l'Ifremer et le WWF, avec qui ils travaillent beaucoup ici. Et c'est vraiment, il faut comprendre, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un exemple positif. Quelles sont les solutions qui en sont sorties de cette thèse, de ces études que vous avez réalisées? Alors, j'ai écrit à la fin de ma thèse un certain nombre de recommandations, en fait, sur la CITES en particulier, mais ça vaut sur beaucoup d'autres choses. Et en fait, c'est un peu bête à dire, mais la Guyane avait tout compris. C'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et on parle de créer des liens, on parle de déconstruire les a priori. C'est-à-dire que quand on parle à des gens qui travaillent dans le milieu des pêches et quand on parle à des gens qui travaillent dans le milieu de la conservation de la biodiversité, s'ils ne se sont jamais rencontrés et qu'ils se basent uniquement sur les réputations ou ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas envie de se parler. C'est-à-dire que souvent, les gens dans le milieu de la conservation voient la pêche comme vraiment quelque chose de mauvais. C'est-à-dire les pêcheurs sont uniquement intéressés par l'argent, ils sont là pour vider les océans, etc. C'est vraiment très très polarisé. Et au contraire, dans les institutions de gestion des pêches, à force de... Et là, c'est plutôt basé sur l'expérience, souvent, malheureusement. Mais ils voient plutôt les gens de la conservation comme vraiment des écolos qui n'en ont rien à faire du socio-économique. Et en fait, en faisant rencontrer les gens, et ça se voit beaucoup à plus petite échelle, donc par exemple en Guyane, quand les gens se retrouvent face à des problématiques concrètes sur le terrain, ils arrivent à se mettre d'accord parce qu'ils ont les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, notamment par exemple quand on parle de la lutte contre la pêche illégale, ça met tout le monde d'accord. Tout le monde veut que ça s'arrête. Ouais. C'est une menace pour tout le monde et ils arrivent à monter des projets ensemble. Donc, ma thèse montre qu'il faut déconstruire les a priori entre ces deux milieux. Il faut arrêter qu'ils se ferment la porte les uns aux autres. C'est-à-dire que les instances de conservation doivent ouvrir la porte à la pêche professionnelle. Et au contraire, la pêche professionnelle, et ça c'est encore aussi difficile, doivent ouvrir leurs portes au milieu de la conservation. Et il faut donc partager de la donnée, arrêter de travailler en silo, donc on dit, et augmenter un peu la transparence en fait entre ces institutions, entre ces deux mondes. On parle vraiment de deux univers qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Que s'installe un climat de confiance. Voilà. Et alors ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut investir dans l'intégration. Mais en fait, tous les résultats montrent que ça vaut le coup. C'est comme ça que ça fonctionne pour de vrai. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand on arrive à avoir une vraie intégration, qu'on a de vrais résultats de conservation, de bonne conservation. Audrey Chevalier, vous êtes également entrepreneur, car vous avez monté un cabinet de conseil. Tout à fait. Donc c'est très jeune, nous l'avons monté cette année, avec un camarade de promotion. Donc on s'appelle CNC Consulting, on peut nous trouver sur LinkedIn. Et donc... c'est un projet qu'on monte en parallèle de ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que mon associé, il continue ses études.
Donc, il est ingénieur à Lyeut et il continue à Sciences Po Paris. Il se spécialise dans les politiques environnementales internationales. Et moi, je travaille. Donc, j'ai déjà un travail à plein temps. Et CNC Consulting nous permet de rassembler notre intérêt pour certains projets ou pour certaines idées, certains événements, et nous permet d'avoir la structure en fait institutionnelle qui nous permet de participer à ces projets. Donc c'est comme ça que CNC est né. Vous êtes en train de travailler sur un projet de conférence en Guyane. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors du coup, je vous ai parlé de Tony Nalovic, qui est donc au comité régional des pêches. Moi, je suis arrivée en Guyane il y a 3 semaines pour des vacances. Et avec Tony, on s'était dit, nos discussions étaient si riches pendant ma thèse, pendant les entretiens, qu'on s'était dit que si je venais en Guyane, il fallait absolument qu'on se rencontre. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai rencontré Tony, et de nos discussions, encore une fois, est vraiment né le projet de conférence. Il s'est dit que ces sujets sont si importants en Guyane, et il est temps, en fait, de communiquer sur le caractère un peu exceptionnel de la gestion des pêches en Guyane. Donc on a, à force de réflexion, on a réussi à rassembler en fait plusieurs acteurs. Donc le WWF de Guyane, l'IFREMER, qui est l'institut de recherche, eux-mêmes, donc le comité régional des pêches de Guyane, et moi qui représente du coup la FAO mais aussi CNC. Et on a monté un projet sur l'intégration de la gestion des pêches sous forme de table ronde. Donc, c'était l'occasion de mettre tous ces gens autour de la même table et d'avoir une discussion sur un bilan de où on en est en Guyane actuellement sur ce sujet-là, mais aussi de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré, comment on pourrait aller plus loin, et surtout, comment faire pour ne pas reculer. Parce que dans un contexte, notamment avec le Covid, où les institutions font face quand même à des gros problèmes de financement, de gestion en général, il faut faire attention à l'intégration et il faut faire attention à ce que les partenariats ne s'écroulent surtout pas. Surtout, alors en Guyane, il y a une autre problématique, c'est le turnover. C'est-à-dire que dans les institutions, les gens changent très régulièrement et plus rapidement que dans d'autres régions ou dans d'autres départements. Et donc, on a beaucoup réfléchi là-dessus, comment on ferait pour continuer en fait ces partenariats malgré les turnovers dans les institutions, quels sont les projets à mettre en place, quels sont les sujets qui rassemblent, quels sont les sujets qui divisent et comment les gérer. Et donc, c'était le projet de table ronde qui a lieu demain, du coup. Absolument. Pour clore cet entretien, Audrey Chevalier, j'aimerais évoquer avec vous votre parcours assez atypique, notamment vous avez été dans le volontariat international en entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces expériences? Alors le volontariat, j'y vais. Je pars la semaine prochaine. Okay, c'est mon premier poste. Okay, sinon sur mon parcours, je suis rentrée en école vétérinaire. Donc c'est après le bac, on fait une prépa, une classe préparatoire. On rentre en école. Et en fait, une fois en école vétérinaire, je me suis rappelé mes racines qui puisent vraiment dans l'océan, puisque je suis réunionnaise. Et donc j'ai fait quasiment tous mes stages en école vétérinaire en biologie marine. Et c'est ce qui a motivé donc mon double cursus vétérinaire à Lyeut, donc en 5e année, donc mon année de spécialisation. Et maintenant, là, du coup, mon premier poste, effectivement, je vais partir en volontariat international en entreprise. Et alors, c'est au Sénégal. Ah oui, quand même. Et c'est un dispositif qui est assez mal connu, mais qui gagne vraiment à être plus connu parce que c'est vraiment des opportunités incroyables. C'est réservé à des jeunes jusqu'à un certain âge? C'est réservé jusqu'à 27 ans. Et en fait, c'est l'équivalent du service civique. Mais à l'international, c'est énormément subventionné par l'État. Donc en fait, les entreprises dépensent moins sur ces postes-là, puisqu'ils sont aidés par l'État sur ces recrutements. Donc, ils payent moins, mais ils ont des jeunes qui sortent souvent juste d'être diplômés.
sorte d'école. Et donc le deal, c'est quand même qui nous forme. Il continue à nous former en fait. Ça vous permet, vous, d'avoir une première expérience. Exactement, et c'est des tremplins parce qu'en fait, ce sont des postes quand même à responsabilité. Donc c'est des postes de cadre, souvent quand on sort là d'un doctorat en l'occurrence. Donc c'est un poste à responsabilité que je pense que je n'aurais pas pu avoir en sortant d'école, si ce n'était par le volontariat international en entreprise. Il existe aussi des volontariats internationaux en administration. Donc pour par exemple le CNRS, la préfecture peut-être, les préfectures, les ambassades aussi à l'étranger. Donc c'est des postes plus administratifs, mais c'est le même dispositif dans le sens où vous allez avoir des postes à responsabilité, mais ils vont prendre des jeunes et ça va leur coûter moins cher que de prendre un cadre lambda, on va dire. Donc vous êtes formés et on est très bien payé. Vous êtes payé combien? Là au Sénégal, je vais être payé 2 000 € par mois. Pour un premier poste, c'est vraiment pas mal. Et en plus, je suis logée, nourrie. Génial. Super. Donc, c'est vous allez vraiment pouvoir faire des économies pendant votre voilà. Après, je vais beaucoup travailler. Parfait. Merci. Voilà.